Nous sommes à la première moitié du XVIIIe siècle. L'empire Qing domine la Chine depuis bientôt 100 ans, mais repose toujours sur un système très isolationniste et protectionniste, autant dans le commerce que dans les idées et les innovations. Tout cela étant soutenu par l'élite conservatrice autant que par la population, très méfiante à l'égard des étrangers, qu'elle voit uniquement comme des états tributaires. La Chine se considérant alors comme le centre du monde civilisé. La réputation est la base de la société, et on honore les anciens, vus comme plus sages. Dans le même temps, en Europe, on aimerait bien commercer avec cet immense empire, ce que beaucoup de pays réussiront à faire, comme le Portugal avec le port de Macao, bien que les Portugais avaient plutôt des objectifs religieux. La Chine d'alors n'étant pas si fermée aux étrangers, mais cela restant assez inégal, l'empire du milieu étant très protectionniste, mettant de lourdes taxes sur les produits étrangers. De plus, il souhaite le moins possible qu'ils se mélangent, ne voulant pas que les marchands apprennent le mandarin pour communiquer avec la population, et subissent une ségrégation. Ce que beaucoup en Europe aimeraient voir changer, et particulièrement le Royaume-Uni, alors principale puissance maritime et commerciale au monde. En effet, tout au long du XVIIIe et XIXe siècle, l'Empire britannique ne cessera d'accroître son influence dans le monde, et particulièrement en Inde, avec la Compagnie des Indes orientales, bénéficiant d'un quasi-statut de monopole. Les Britanniques vont donc progressivement, avec leur important développement économique, dû notamment à la révolution industrielle, importer de plus en plus de ressources de Chine, comme du thé, de la soie ou du porcelaine. Sauf qu'en retour, le Royaume-Uni n'exporte quasi rien. Autant dire que la balance commerciale lui est largement déficitaire. D'autant que la Chine n'accepte de commercer qu'avec de l'argent. Argent qu'on ne trouve que dans les colonies espagnoles. C'est pourquoi les Britanniques vont commencer à récolter du pavot pour ensuite en faire de l'opium et le revendre à la Chine contre de l'argent. Connue depuis des millénaires, cette drogue n'est pas forcément nocive en elle-même, ayant souvent été utilisée à usage médicinal. En revanche, sa consommation plus récente, sous forme de fumée cette fois-ci à usage récréatif, inquiète beaucoup plus, car provoquant un sentiment d'euphorie et de bien-être, allant parfois à des hallucinations, rendant facilement ses consommateurs addicts. Cette drogue étant constituée en bonne partie de morphine. C'est pourquoi les Qing, dont l'opium venait alors principalement des états tributaires, vont décider de l'interdire en 1729. L'Empire du Milieu va donc peu à peu se refermer sur lui-même, avec l'accession au pouvoir de l'empereur Qianlong en 1736, comme avec l'expulsion des Jésuites, ou le confinement en 1760 des marchands étrangers dans ce qu'on appelle les 13 factories, 13 comptoirs à l'extérieur de Canton, qui sont des logements et entrepôts presque tous britanniques. Encore une fois dans l'objectif de mieux contrôler les échanges avec le Kohong, une guilde de marchands chinois exerçant un monopole à Canton. On parle alors de système de canton ou de commerce d'Inde en Inde, en référence à l'importance qu'occupait la ville de Calcutta. Les Occidentaux, et en particulier le Royaume-Uni, vont donc tout d'abord essayer de trouver une solution diplomatique pour mettre fin à ces discriminations et ces échanges inégaux, comme avec la mission McCartney, le Royaume-Uni exigeant l'ouverture de plusieurs ports chinois, ce que les Qing refuseront, puis par une seconde mission qui n'aboutira à pas plus de concessions. À vrai dire, l'Empire du Milieu n'a absolument pas besoin de s'ouvrir au monde, car elle s'autosuffit à elle-même, contrairement à un pays comme le Japon par exemple, dont les faibles ressources le rend plus enclin à s'intéresser aux produits occidentaux. Mais plus que ça, la Chine n'accepte de commercer qu'en argent, ce qui est un important coût pour les Britanniques, qui comme dit auparavant, doivent en acheter dans les colonies espagnoles. Cependant, bien que le Royaume-Uni puisse paraître totalement perdant de ces échanges, la Chine y perd aussi beaucoup au long terme, car en vendant en grande quantité des produits, elle se voit privilégier une partie de sa production, comme le thé ou le coton, ce qui va peu à peu faire qu'elle négligera d'autres secteurs, et le rendant ainsi en quelque sorte dépendant des étrangers. Le Royaume-Uni va alors progressivement mettre fin au monopole de la Compagnie des Indes orientales, à partir de 1813, au profit de ce qu'on appelle les country trade, des marchands britanniques qui commercent avec la Chine, poussant à une augmentation de la production d'opium, notamment dans la région du Bengale, de sorte à le revendre par la suite contre de l'argent. Ce qui va marcher, le Royaume-Uni n'ayant aucun mal à écouler ses stocks, déposés dans les factories de Canton. Comme en corrompant les douaniers chinois, certains s'y enrichissant même beaucoup. Et pour le moins qu'on puisse dire, cette politique est un véritable succès, à un tel point que la balance commerciale, qui était alors largement en sa défaveur, s'inversa à partir des années 1820, alors que la demande en opium ne cessait de croître, ses consommateurs devenant de plus en plus addicts. Néanmoins, la situation n'est toujours pas idéale pour le Royaume-Uni, car il est obligé de passer par Canton, rendant le trafic très visible, à force de voir d'importants navires marchands. Mais ce boom de l'opium a aussi d'autres conséquences. L'explosion de la production dans la région du Bengale au détriment de l'industrie locale, permettant au Royaume-Uni de le revendre encore moins cher et donc de toucher encore plus de monde. Cela commençant à devenir un sérieux problème pour le gouvernement chinois, qui s'aperçoit très vite du trafic. C'est pourquoi le nouvel empereur Dao Guang va donc peu à peu tenter d'enrayer ce commerce illégal, cette fois-ci de manière plus radicale que ses prédécesseurs, qui y ont échoué du fait de la corruption devenue endémique. Mais excepté le commerce d'opium, la situation du pays est très mauvaise.
la Chine devant faire face à de nombreux troubles intérieurs, couplés à d'importantes difficultés financières. Sa monnaie étant basée sur l'argent. Sauf que dans les années 20, une bonne partie des colonies espagnoles en Amérique acquièrent leur indépendance, souvent après des années de lutte, ce qui a contribué à une brutale chute de la production d'argent, impactant grandement la Chine comme le Royaume-Uni. Néanmoins, pour l'empereur, la priorité est à l'opium, et à juste titre quand on voit sa rapide évolution. Il va donc décider d'ouvrir un débat entre les hauts fonctionnaires du régime, à partir de 1836. Tous étant d'accord sur la gravité de la situation, car cette drogue touche en plus les classes instruites de la société, comme les agents ou les notables, que les paysans, avec au total un peu moins de 1% de la population concernée. Mettant à mal le système chinois, on commence alors à envisager des solutions plus extrêmes, comme la peine de mort pour les opiumanes, ou à l'inverse, la légalisation de la drogue, qui aurait potentiellement pu permettre de mieux la contrôler. Finalement, la solution choisie sera relativement modérée, consistant à la nomination de Ling Zenshu, un bureaucrate respecté et reconnu dans son milieu, au poste de commissaire impérial du Guangdong, la région de Canton où circulait l'opium. Ce dernier est partisan d'une ouverture de la Chine, mais compte bien mettre fin au trafic, préférant l'intimidation à la violence de la loi, et va donc décider de prendre de nombreuses mesures, comme l'ouverture de centres de désintoxication en laissant 1 an aux opiumanes pour se sevrer, l'établissement de listes de fumeries d'opium et de leurs vendeurs, ou la confiscation des stocks d'opium. Ling Zenshu, plutôt que de s'attaquer aux étrangers, préférant combattre les trafiquants, pensant que le Royaume-Uni se désolidaриserait de ces derniers, voulant préserver ses acquis, se basant sur une crise diplomatique survenue peu de temps avant. Et cela fonctionne au début, beaucoup de country traders finissant par rendre leurs stocks aux autorités chinoises, qui ne tardent pas à les détruire. Pour les Britanniques, la situation est alors tolérable, mais ce qui va venir mettre le feu aux poudres sera d'une part l'envoi d'une lettre à Sa Majesté la Reine Victoria, lui informant les nouvelles interdictions et lui demandant de cesser le trafic, puis l'obligation pour les navires en mer de Chine d'être fouillés, qui reviendrait à accepter la loi chinoise et à redevenir déficitaire lors des échanges. Lord Melbourne, Premier ministre du Royaume-Uni, va alors décider d'envoyer un corps expéditionnaire en Chine, au nom de la défense du commerce. C'est le début de la guerre de l'opium. Dans l'Empire du Milieu, on ne tarde pas à réagir, et on interdit définitivement le port de Canton aux navires britanniques. Des premiers affrontements ont alors lieu, à l'avantage des Anglais, en importante supériorité technologique, malgré que la guerre ne soit pas encore officialisée. Et c'est sous la pression de nombreux country traders, soucieux qu'on leur paye leurs marchandises détruites, qu'un débat sur l'intervention va s'ouvrir à la Chambre des communes, aboutissant à la victoire des partisans de la guerre. Peu de temps après, une armada britannique sera donc mise sur pied, avec à sa tête l'amiral Charles Elliot. Les navires faisant alors usage de ce qu'on appelle la diplomatie de la canonnière, consistant à tirer sur les côtes d'un État qui ne paye pas ses dettes, dans ce cas présent, à rembourser l'opium. Mais ce n'est pas tout. Les Britanniques espèrent gagner de la guerre l'ouverture de plusieurs ports chinois, ainsi qu'un statut privilégié pour ses propres commerçants. Autant dire quelque chose d'impensable pour les Qing. Et cela paraît faisable, au vu de la faiblesse de l'armée adverse, notamment sur le plan maritime. Mais le début du conflit va s'avérer plus difficile que prévu pour les Britanniques, qui ne parviennent pas à accoster à Canton, dont la défense était attribuée à Ling Zenshu, qui a mis en place une milice et des fortifications, et vont donc se rabattre sur la conquête de Hong Kong, un avant-poste assez stratégique. Pour les Qing, c'est alors la débâcle. Plusieurs villes tombent, comme Zhoustan, et sur les mers, elle ne peut clairement pas rivaliser face à la Royal Navy, la meilleure marine du monde. L'empereur va alors décider de disgracier Ling Zenshu pour le remplacer par Qin Shan, qui fait démolir les fortifications de son prédécesseur et dissoudre la milice, tout en refusant les exigences du Royaume-Uni, qui n'aura donc qu'à s'emparer de quelques fortifications. Qin Shan finissant par prendre peur et accepter les exigences, comme la sécession de Hong Kong. Mais pour la Chine, c'est inacceptable, déclarant officiellement la guerre à partir de 1841 et condamnant Qin Shan. La suite du conflit est sans surprise. Les Britanniques dominent la région de Canton et parviennent même à s'emparer de plusieurs villes importantes. Dans un dernier espoir, les Chinois tenteront une contre-offensive, en supériorité numérique, qui échouera totalement. Les Britanniques, mieux entraînés et mieux équipés, n'ayant aucun mal à repousser les Chinois, contraignant ces derniers à demander un armistice, qui n'aboutira pas, faute d'un malentendu, les Britanniques réclamant bien plus que prévu, et décidant d'envoyer une escadre directement à Nankin, alors capitale de l'Empire du Milieu, poussant l'empereur Dao Guang, qui se voit menacé, à capituler en 1842. C'est la fin de la guerre de l'opium. Signé par le célèbre traité de Nankin le 29 août, ainsi que par 2 autres traités, la paix voit pour les Britanniques la conservation de leurs intérêts. Ils obtiennent aussi Hong Kong pour 100 ans, l'ouverture de 5 grands ports chinois, avec l'autorisation pour les commerçants de la couronne de s'y installer, d'importantes réparations de guerre s'élevant à 21 millions de yuan, ainsi qu'une renégociation des droits de douane et de justice en faveur du Royaume-Uni, comme avec le fait que les commerçants anglais ne soient plus jugés avec les lois chinoises, mais avec celles de la couronne, donc de facto en sa faveur.
On peut aussi rajouter à cela le fait que si une autre nation parvenait à obtenir plus de privilèges, l'Empire britannique se les verrait aussi accorder. Mais finalement, certains pays parviendront à acquérir les mêmes privilèges dans les années qui suivent, comme la France ou les États-Unis. Les conséquences de la guerre sont indénombrables, et notamment pour la Chine, pour qui le conflit marque un événement à l'importance capitale de son histoire, avec le début du déclin de la dynastie Qing, se voyant contrainte de s'ouvrir à l'Occident et de subir des traités inégaux qui lui ont été imposés. Elle doit maintenant tolérer le commerce d'opium et payer ses indemnités. D'importantes conséquences économiques s'en suivent aussi. La monnaie de l'époque, le tael, basé sur le poids de l'argent qui équivaut à un certain poids en cuivre, s'est vu subir une très lourde inflation. Pour d'une part la raréfication de l'argent à partir des années 20, comme nous l'avons vu, mais aussi avec le commerce de l'opium, l'argent retournant au final dans les mains du Royaume-Uni. Cela ayant donc pour effet que les Chinois n'aient plus que du cuivre, la conséquence directe étant le doublement des impôts, beaucoup préférant alors se tourner vers des activités illégales. Pour certaines parties de la population, la situation devient même invivable, comme pour les artisans qui, avec l'ouverture brutale du pays, se voient submergés de produits étrangers, moins chers, produits à la chaîne en usine, beaucoup finissant au chômage. Rajoutez à cela de nombreuses catastrophes naturelles et famines, certains missionnaires attestant que la misère est telle que les gens vendent femmes et enfants et se nourrissent d'écorces d'arbres. Il n'est donc pas réellement surprenant de voir que différentes parties de la population chinoise vont se soulever contre les Qing ou les étrangers, tout cela pour diverses raisons. Mais aujourd'hui, la guerre de l'opium marque encore les esprits. La Chine, qui est parvenue à récupérer son statut de grande puissance mondiale, n'hésitant pas à mettre en avant les grands hommes, comme Lin Zenshu, et à dénoncer les actions britanniques dans le passé. Mais dans une région, on en est presque à regretter la guerre, Hong Kong ayant été annexé par les Britanniques, la cité ayant toujours bénéficié d'un statut très particulier, qu'on retrouvera dans le concept de un pays, deux systèmes, après la récession de Hong Kong par les Britanniques. Mais aujourd'hui, la Chine tente de mettre fin à ce statut si particulier, comme en censurant ses journaux, créant de nombreuses tensions encore très présentes de nos jours. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour aider à me référencer, ainsi qu'à vous abonner pour ne pas louper la suite de mes futurs épisodes.